Voilà. Oui, donc d'abord, je voulais vous dire bonjour à tous, je suis ravi d'être là. À Sainte, j'ai eu très peur quand même. Ça fait 2 fois que j'essaye de venir et je ne peux pas venir pour des raisons personnelles. Et tu as eu la gentillesse de me ressolliciter et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de voir toutes les personnes qui viennent habituellement à la SURNEP. C'est toujours une réunion très intéressante. Et donc, voilà, je dois parler aujourd'hui un peu de l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Alors, vous savez que c'est une pathologie qui est relativement fréquente, c'est-à-dire que le panorama dans les services en général a changé, c'est-à-dire que on n'a plus autant d'entérocolites qu'on avait au début, dans les débuts d'alimentation, maintenant des entérocolites un petit peu tardives, et puis on a une incidence globale qui se situe entre, on va dire, entre 3 et 7% habituellement. Là, vous avez des chiffres mondiaux, donc c'est une énorme cohorte sur laquelle ils ont pu calculer les incidences. Vous voyez, 6 à 8%. Et après, il y a évidemment des situations dans lesquelles il peut y avoir un taux plus élevé. Mais c'est important que vous sachiez ça parce que vous verrez des études, par exemple, on va vous présenter des études sur les fortifiants à base de lait de mer et dans lesquelles on vous montre un bénéfice avec un groupe de départ où il y a 16% d'entérocolite. Ce qui signifie, si vous avez dans votre service un taux d'entérocolite à 16%, peut-être que c'est intéressant d'utiliser ce type de produit. Mais la norme c'est d'avoir des taux d'entérocolite qui, en général, sont même autour de 3 à 7% maximum. Pardon ? Ça dépend du terme, si tu as raison, c'est-à-dire que quand on dit 3 à 8%, ben ça veut dire que c'est plutôt 3% chez les plus gros et 8% chez les plus petits, hein, on est d'accord. Mais c'est en aucun cas 16, tu vois, 16, 20%, c'est ça que je voulais dire. Alors vous savez que juste une diapo pour les troubles digestifs du prématuré, du grand prématuré en général, et bon, il y a les rectorragies isolées que vous connaissez probablement avec des stratégies qui sont ou pas d'arrêter l'alimentation et des gens qui ne les arrêtent pas, qui n'arrêtent pas l'alimentation, qui continuent. Nous, on est un petit peu craintifs et quand ça commence, en général, on aime bien se donner un petit peu au moins 24 heures ou 12 heures ou 24 heures de repos digestif et voir comment ça part, parce que ça peut être le début d'une entérite. Mais bon, normalement, c'est des pathologies tout à fait isolées. Il y a la perforation intestinale spontanée qui a des caractéristiques particulières. Et puis, il y a l'entérocolite qui est classée en général selon la classification de Bell modifiée, donc publiée par Walsh et Kligman, donc qui est celle-ci, que vous reconnaîtrez là tous les symptômes habituels de l'entérocolite. Et on ne va pas repasser à travers tous ces éléments-là, mais ça va être utile de connaître ça, d'abord quand vous discutez avec les collègues, pour bien être d'accord sur quand on parle d'un grade 1, d'un grade 1B, un grade 2, etc. Une parenthèse, c'est que dans la littérature, quand on parle d'entérocolite, en général, ce sont des entérocolites de grade supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire les grades 1 ne sont pas évoqués et pas vraiment pris en compte. Voilà, donc c'est important que vous ayez ça en tête, c'est relativement simple. Vous voyez, au départ, c'est des symptômes digestifs banals, après c'est la rectorragie, le stade 2A, c'est la pneumatose, le stade 2B, c'est l'implication, je dirais, générale, avec une pneumatose portale, le stade 3, c'est un tableau de choc avec une péritonite, et le stade 3B, c'est le pneumopéritoine. Donc c'est relativement simple. Et vous savez quand même que cette pathologie, elle est quand même associée à une morbidité qui est significative, puisque c'est 15 à 25% pour une entérocolite qui va être traitée médicalement, et 40 à 50% si c'est une entérocolite qui est traitée chirurgicalement. Et bien évidemment que selon que vous êtes très prématuré ou moins prématuré, ça a un impact plus ou moins important. On verra, j'ai des chiffres un peu plus loin, mais vous verrez, bien évidemment, quand il y a une entérocolite qui se rajoute dans une situation d'un enfant qui est modérément prématuré, ça va beaucoup aggraver son pronostic, alors qu'un très grand prématuré, ça va l'aggraver modérément s'il a déjà tout un ensemble de pathologies qui vont grever son pronostic. La morbidité, vous la connaissez aussi, elle est à court terme, elle est à moyen terme et à long terme, avec, sur le plan du long terme, un risque d'anomalie de développement neurologique qui est augmenté de 1,5 si c'est une entérocolite médicale et qui est multiplié par 2,5 si c'est une entérocolite chirurgicale. Donc vous voyez qu'il y a des complications qu'on voit en néonatologie et puis il y a tout le reste, et donc probablement que l'inflammation joue là-dedans un rôle important, mais aussi l'instabilité hémodynamique, etc. Et non seulement il y a une morbidité significative, mais il n'y a pas de traitement curatif, comme vous le savez. On traite les symptômes, on fait le repos digestif, on met le traitement des complications. Et donc ça souligne l'importance particulière de la prévention et donc de la connaissance de la physiopathologie. Alors sur ce petit schéma, j'avais essayé de résumer un petit peu la situation avec les différents éléments qui font que la prématurité va induire bien sûr une immaturité intestinale avec une barrière qui est fragile, une hyperréactivité de la muqueuse, une sécrétion acide gastrique qui est limitée. Alors ça, c'est un élément protecteur contre des germes potentiellement agressifs. La muqueuse qui va subir un stress, représenté par exemple par l'administration de lait, qui est dans un intestin qui, certes, à terme, voit passer à peu près 150 millilitres de liquide amniotique, mais le liquide amniotique et le lait maternel n'ont pas tout à fait la même composition. Donc ça peut représenter un stress. Les problèmes de vascularisation intestinale avec
les problèmes relatifs au retard de croissance intra-utérin, à l'hypoxie ischémique qu'on peut avoir en périnatal, et les problèmes d'ischémie plus largement ou d'altération hémodynamique, et puis le fait que ces enfants sont dans un environnement qui va favoriser la dysbiose avec une césarienne, ils ont souvent des antibiotiques, leur mère en a eu, etc. Et donc cette anomalie de la flore intestinale associée au fait que la barrière intestinale est plus fragile, c'est un schéma simplifié, mais vous voyez que c'est juste pour situer un peu les choses, va faciliter l'invasion de la muqueuse, induire une hyperréaction inflammatoire, et on va voir que le TLR4 joue un rôle important là-dedans, et induire des lésions qui vont avoir des conséquences qu'on vient d'évoquer précédemment. Donc, si on veut essayer de continuer à simplifier, alors ça c'est juste un petit schéma, et je vous renvoie à la publication ici si ça vous intéresse, c'est pour spécifiquement le rôle du TLR4. Alors c'est assez intéressant parce que bon, ça vous explique comment le TLR4 intervient, comment il peut être influencé positivement par certains éléments ou négativement par d'autres, et comment il va induire les lésions intestinales. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que il y a un développement, quand vous prenez les données chez l'animal, on voit très bien qu'il y a une augmentation au cours de la vie fétale, puis une diminution quand on approche du terme. Ça, c'est intéressant parce que quand on sait qu'on a un pic de survenue d'entérocolites maintenant qui se situe plutôt aux environs 32-34 semaines d'aménorrhée, et on a souvent ces tableaux de récidive, etc., et on se dit, bah, c'est dû à une allergie aux protéines du lait de vache, alors on fait attention, on fait des exclusions. Mais il y a peut-être bien une explication aussi qui est que l'immunoréactivité de l'intestin, elle n'est pas la même quand ils sont précocement dans leur prise en charge et quand ils sont à l'étape ultérieure. Alors finalement, si on veut résumer, ce qui me semble important de retenir, parce que finalement, si j'avais la clé, si je pouvais vous dire c'est un facteur, eh bien agissons sur ce facteur, c'est super, mais non, ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a l'association probablement de deux choses, probablement une ischémie relative, au niveau intestinal, qui va être liée à différents phénomènes, et puis de l'autre côté, une inflammation, et c'est des phénomènes qui peuvent être successifs, concomitants, mais l'idée, c'est qu'il y a probablement des phénomènes hémodynamiques au niveau intestinal, au niveau de la vascularisation, et que la dysbiose va intervenir là-dessus pour déclencher ces phénomènes que j'évoquais précédemment. Voilà un petit peu où on en est, ce qui veut dire que quand vous regardez la prévention de l'entérocolite, sa physiopathe, parce que c'est ça l'intérêt de connaître un peu la physiopathe, c'est de pouvoir dire s'il faut prévenir, il y a la période anténatale, la période pernatale et la période postnatale. En période anténatale, on sait que par exemple certains traitements chez la mère peuvent avoir des conséquences, par exemple les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, il y a des travaux, des données qui montrent qu'il y a des associations, mais ce n'est pas des liens formels, donc il faut faire attention. Quand on a une alternative de thérapeutique, on peut choisir des thérapeutiques peut-être mieux adaptées. La choriamniotite, bien sûr la prématurité, le retard de croissance intra-utérin, l'absence de corticothérapie anténatale, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important encore actuellement, et donc c'est pas toujours qu'elle est faite correctement, qu'elle est faite à des taux élevés, mais enfin normalement les enfants de moins de 32 semaines, ils doivent avoir bénéficié d'une corticothérapie anténatale dans à peu près 80-85% des cas, si tout va bien. L'anoxoischémie périnatale, l'absence de clampage retardé du cordon, parce que c'est des facteurs favorisants de l'anémie. Or, vous savez qu'on a beaucoup discuté de la lien entre transfusion et entérocolite, et en fait, on s'aperçoit avec les données que c'est plutôt l'anémie qui va induire, qui va nécessiter une transfusion, mais qui va être à l'origine du problème qui va y survenir en termes d'entérocolite. Donc ça, c'est important. Puis il y a des études qui ont été faites sur le flux Doppler avant la naissance, mais c'est des données qui sont encore assez discutées, qui ne sont pas vraiment passées dans la pratique. L'idée étant de repérer les enfants qui pouvaient potentiellement poser des problèmes, mais ça ne fonctionne pas par rapport à l'entérocolite, ça fonctionne probablement par rapport aux troubles digestifs simples. Les enfants en postnatal, enfin à la naissance et après, les enfants qui sont petits pour la gestationnelle, les problèmes d'hypotension sévère, le canal artériel qui est hémodynamiquement significatif, les syndromes bradyapnéiques sévères, la polyglobulie, l'anémie, les déficits d'oxygénation. Vous savez que les grandes études qui ont cherché à définir les cibles de SPO2, il y avait une surmortalité dans ceux qui avaient des cibles basses, et cette surmortalité était en rapport avec des entérocolites. Donc les cardiopathies congénitales, il y a 3 fois plus d'entérocolites dans les cardiopathies congénitales, donc il faut faire attention. Les médicaments, bien sûr, chaque fois que vous mettez des antibiotiques, à chaque fois les antibiotiques, vraiment s'astreindre à n'en mettre que quand c'est nécessaire et ne pas les mettre plus longtemps que nécessaire, ce qui nécessite une certaine rigueur et une discussion en groupe. Les antiacides, parce qu'ils neutralisent l'acidité gastrique, et donc ça a été montré qu'ils favorisent l'entérocolites. La corticothérapie, les AINS qu'on va utiliser pour le canal, et les deux associés, c'est assez délétère. Les produits hyperosmolaires, en sachant qu'on n'a pas défini une limite absolue, mais que c'est environ 450-500 milliosmoles par kilo qu'il ne faut pas dépasser. Et puis bien sûr, Delphine l'a évoqué précédemment, tous les retards d'alimentation entérale, le fait de donner des laits pour prématurés par rapport à du lait maternel, et l'absence de protocole de nutrition entérale. Ça a été montré comme étant un facteur augmentant le risque de survenue d'une entérocolite. Si dans une équipe
c'est le bazar, chacun fait ce qu'il veut, le rythme d'alimentation bouge en fonction des médecins qui sont là, des infirmières, ça va pas. Il faut qu'il y ait un guide, qu'il y ait quelque chose auquel on puisse se référer, et ça c'est une première étape importante à laquelle il faut procéder. Donc on voit bien que le schéma précédent que je vous montrais veut dire que vous n'allez pas solutionner le problème de l'entérocolite avec une seule mesure. Il va falloir faire un ensemble de choses. Et donc ici, c'est les grandes données de Fitzgibbon, ce qui était intéressant parce que vous voyez, elle vous montre que plus l'enfant a un poids qui est faible, plus, avec des grands nombres d'enfants, plus le taux d'entérocolite va monter. Ce que disait Hassan tout à l'heure, on va de 12% à 3%. Et puis, vous avez une mortalité qui va être de 42% chez le tout petit, 16%. Et quand on raisonne en termes d'autres ratios, vous voyez, on multiplie par 1,6 le risque de décès chez un tout petit et par 9,9 chez un plus grand. Donc, le deuxième schéma est important aussi parce qu'il vous montre que le pic, bien sûr, c'est les enfants d'en gros de moins de 28 semaines, c'est la courbe en bleu. Ceux qui font moins de 28 semaines d'âge gestationnel, ils ont un risque plus élevé d'entérocolite. Et l'âge de survenue, le pic de survenue en termes d'âge corrigé, âge gestationnel corrigé, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, 32-34 semaines. Donc ça, c'est des notions importantes qui ont été remontrées. Ça veut dire que ça a été montré dans différents pays, différentes circonstances. Alors un point sur lequel je voulais insister, c'est cette étude que j'avais trouvée très intéressante, qui vient d'Israël et qui avait été faite, qui montrait très bien que, bien sûr, vous le savez tous, quand vous avez un enfant qui naît qui est petit pour l'âge gestationnel, ça veut dire que son intestin a souffert in utero. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la vraie définition du RCU, c'est inférieur au 3e percentile. Et là, le risque, on le sait, il est augmenté. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que même à partir du 10e percentile, on a déjà, donc les RCU modérés, les petits pour l'âge gestationnel qui ont un retard modéré, eh bien, ils ont aussi une augmentation, là, de 30% du risque d'avoir une entérocolite. Et ça, c'est vraiment important de bien analyser la situation de chaque enfant. Et voilà un petit peu comment on peut essayer de résumer, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes de stratégies préventives basées sur la connaissance de la physiopathologie et des propositions thérapeutiques, et beaucoup ont été sans effet. Il y a eu beaucoup de discussions autour des probiotiques. Je vous incite à lire l'avis de l'Académie américaine de pédiatrie en 2021, qui a été publié par Brenda Poindexter et qui précise très bien qu'ils ont le même problème que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de probiotiques validés pour l'enfant prématuré, et que finalement ceux chez lesquels le bénéfice serait le plus important, c'est-à-dire les moins de milligrammes, eh bien, ils ne recommandent pas ces produits parce qu'il y a une question de safety, il y a des questions d'efficacité, et donc c'est des produits qui ne sont pas encore recommandés, mais pourtant, pour l'instant, on a l'impression, avec les données qu'on a, que peut-être bien que si on avait une bonne composition de probiotiques, ça pourrait être intéressant. Par contre, ce qui a été montré, c'est le lait de mer, Delphine en a parlé, le colostrum, c'est assez récent, une étude de méta-analyse assez récente qui montre l'intérêt, les protocoles nutritionnels, on en a parlé, le début précoce de l'alimentation entérale, et puis peut-être les prébiotiques, les HMO, on va en parler, mais c'est des choses plus récentes. Bon, ici, c'est une stratégie, une étude qui montre une stratégie où les gens, vous voyez, ont intégré les différents éléments que j'évoquais précédemment. Là, on fait attention aux antibiotiques, puis là, on fait attention comment on utilise l'imiteur de la COX pour le traitement des canaux artériels, les probiotiques, etc. Et donc, avec ça, ils arrivent à réduire notablement. Donc, ça veut dire que même en partant de taux de 7%, on peut arriver à faire disparaître quasiment le taux d'entérocolite dans les services. Mais vous voyez que la liste des choses à faire est quand même lourde, et ça commence dès la naissance et ça se poursuit pendant tout le séjour. Alors, on va passer un petit peu ça. Sur la partie traitement d'entérocolite, comme vous le savez, en fait, la clé de voûte, c'est d'individualiser la prise en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement magique qui s'applique à tout le monde, et il faut évaluer la situation avec des éléments cliniques simples et paracliniques, et pour pouvoir se guider. Et vous savez comme moi que le traitement médical, en premier lieu, c'est le repos digestif, l'antibiothérapie triple dès qu'on a une situation avec une pneumatose, et puis les traitements antalgiques, ça c'est extrêmement important, ce qui va induire très facilement une intubation au début de la prise en charge. Pour sédater correctement les enfants, c'est un tableau très douloureux. Et les jeunes néonatologistes peuvent se faire piéger sur des enfants qui ne bougent pas parce qu'ils ont tellement mal qu'ils ne peuvent plus bouger. Et donc on dit, bah oui, il est un peu palo, il n'est pas... Et c'est là que les parents interviennent en disant, ben, il n'est pas comme hier, il n'est pas comme avant-hier, c'est bizarre, il a changé de... Et on dit toujours aux jeunes, quand je leur fais le cours sur l'entérocolite, faites attention, c'est sûr écouter les parents, il faut intégrer tout, trier, etc. Mais quand même, c'est les gens qui sont maintenant beaucoup dans les services, s'ils vous disent que l'enfant n'est pas pareil que la veille, qu'il bouge moins, qu'il n'a pas les biens, il faut faire attention. Donc le support vital, bien évidemment, ventilation assistée, stabilisation hémodynamique. Et puis la chirurgie, c'est nécessaire. Et donc là, il y a différentes actions thérapeutiques, soit le drain, la lame, soit l'astomie ou la résection anastomose d'emblée, ce qui est plus rare, qui se fait plutôt secondairement.
Vous voyez que dans le traitement, il y a une prise en charge graduée, donc elle est individualisée et elle s'établit en fonction, bien sûr, de quel niveau de pathologie vous vous situez, avec les différents éléments que j'évoquais précédemment, avec ce code couleur qui va jusqu'au rouge de la chirurgie. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de bien se mettre d'accord un petit peu sur ces différents stades, et d'abord dans une équipe, je pense, de bien en discuter en équipe, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Ah oui, elle n'est pas bonne cette classification, on va en changer, il y a des choses plus opérationnelles. Bon, en fait, vous apercevez qu'on retombe toujours un peu sur les mêmes choses, parce qu'elle est quand même assez simple, assez pratique, et on peut discuter ensemble, tous ensemble, s'il le faut. Ça, c'est une revue récente que vous pouvez lire de Golikovaï en 2023, mais qui revient exactement à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'elle met bien, elle définit bien les types d'entérocolites et puis les prises en charge qu'on peut dérouler face à ces situations. Alors, on avait proposé avec le jeune homme qui est au bout de la première rangée là-bas au fond à droite, qui a commis un livre de néonatologie en français. Et sous sa direction, on avait écrit un ouvrage et j'avais contribué pour la partie entérocolite et j'avais proposé ce type de schéma. Alors, bien sûr, ce type de schéma, ça paraît compliqué comme ça, mais l'idée, c'est de se laisser, de donner une idée aux gens qui abordent la question d'entérocolite, de savoir comment ils peuvent s'orienter. Donc, c'est assez général. Et ce type de schéma qui précise s'il y a tel et tel symptôme, il faut faire une chirurgie. S'il n'y en a pas, on peut continuer, etc. Il faut avancer dans l'algorithme, en fait, en fonction de la situation à laquelle on est confronté. Et ça n'a pas pour but de proposer une prise en charge rigide. C'est pour proposer quelque chose qui est une espèce de guide et sur lequel on peut s'adapter en sachant que ça contient un certain nombre de principes de base qui sont essentiels pour la prise en charge, mais l'idée c'est effectivement de faire la chirurgie que quand c'est vraiment nécessaire, mais pas louper le moment pour y aller, évidemment. Et vous voyez que dans cette prise en charge, on a mis le lait maternel pour la réalimentation. Ici, on a mis le lait maternel, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'endroits où on fait des hydrolysats extensifs. Alors c'est vrai que c'est quand la mère n'a pas de lait, si on n'a pas de lait de don, on est obligé de passer par là, c'est évident. Mais c'est pour ça que on le redira jamais assez. Une des clés de voûte de tout ce qu'on raconte là, c'est de mettre en place ce qu'il faut pour que les mères les enfants soient allaités. Ça veut dire qu'il faut vraiment se préoccuper de tout ce qui est du soutien de l'allaitement maternel. Et ça commence dès la salle de naissance. C'est-à-dire qu'il faut que les mères soient stimulées. S'il n'y a pas de tire-lait, elles font de l'extraction manuelle, etc. Il faut qu'elles soient stimulées et qu'elles peuvent très très bien alimenter, y compris des jumeaux, y compris des triplés. Et sans oublier jamais qu'il y a un effet dose, c'est-à-dire qu'il vaut toujours mieux avoir un seul biberon de lait maternel que pas du tout. Vous voyez, donc et ça c'est extrêmement important de bien pouvoir le défendre en équipe et les mettre en place. Alors après, la question éternelle de savoir s'il faut faire un drainage ou une laparotomie en première intention. J'ai repris un petit peu à l'occasion de ce topo la littérature récente. Il y a des choses, des méta-analyses qui ont été faites. Et vous voyez quand même sur 25 études, ça fait quand même des nombres de patients qui sont assez importants. Alors c'est surtout des études observationnelles, il y a quelques randomisés. Et si on prend seulement les études observationnelles de haute qualité, il n'y a pas de différence de mortalité, donc ça n'a pas d'impact. Sur cette méta-analyse-là, c'est fait un peu différemment, donc c'est toujours intéressant de croiser les résultats avec des nombres d'enfants un peu moindres, mais c'est quand même intéressant, pas de différence non plus. Et puis cette étude-là qui est plus récente et qui est centrée sur les enfants de moins de 1000 grammes, avec 20 centres aux États-Unis dans le cadre du réseau ENI-CHD, et vous voyez que là, nouveau, ils ne trouvent pas de différence, et y compris sur le taux de décès, mais sur le taux de développement anormal à 18 à 22 mois. Et donc la conclusion, c'est que finalement, dans l'état actuel des choses, les deux interventions peuvent être envisagées en première intention, et on en revient toujours à ce que je vous ai dit à un moment donné, c'est que finalement, c'est une question de prise en charge individualisée pour chaque enfant. On doit peser la décision, en discuter avec les chirurgiens, etc. Et donc, ça, c'est un principe important. Après, quand on regarde les choses nouvelles, vous avez cette revue de Golgi en 2023, et vous voyez tout ce qu'on vient de raconter est ici, et puis il y a les nouvelles. Alors, il y a la thérapie par les cellules souches, c'est des choses qu'on ne touche pas forcément du doigt tout de suite. Et puis il y a ça, qui est paru récemment, c'est l'équipe de Toronto qui fait ça. Donc c'est qui s'appelle le Remote Ischemic Conditioning. Donc c'est connu des chirurgiens cardiaques depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on fait du préconditionnement, c'est-à-dire qu'on va provoquer des phases d'ischémie transitoire, et ça va permettre de limiter en fait l'ischémie qu'il va y avoir en péropératoire et les conséquences, etc. Donc c'est très connu. Et donc la nouveauté, c'est que les gens ont développé ça petit à petit dans différents modèles pour faire de l'ischémie à distance. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous prenez un brassard à tension, vous le gonflez par période de 4 minutes, puis vous le dégonflez, puis vous le regonflez, etc. Et tout un cycle. Alors pour l'instant, il y a eu des études qui ont été faites, une étude qui a été faite chez la souris qui est extrêmement intéressante en termes de résultats qui montre une réduction des lésions intestinales, de l'inflammation, du stress oxydatif et de la survie dans un modèle
expérimental bien établi d'entérocolite chez la souris, mais c'est la souris, quoi. Et donc, le mécanisme, c'est que il y a des produits qui ont un effet, des transmetteurs qui ont un effet vasodilatateur, sans rentrer dans le détail, ça a à voir avec le NO, mais ça améliore la microvascularisation intestinale et le flux sanguin. Et donc ça joue sur la partie, vous avez mes deux bulles au départ, la microbiote que vous connaissez très bien, puis la partie vascularisation ischémique qui est importante aussi, et ça joue là-dessus, donc c'est assez intéressant. Et il y a une étude clinique pilote qui a été faite à Toronto avec 15 prémas. Donc c'est tout petit, hein, et donc ils ont fait ça dans les 4, à peu près les 2 à 33 jours après l'entérocolite. Ils ont fait leur cycle d'ischémie avec une surveillance extrêmement stricte, et ils ont montré juste que c'était faisable chez le prématuré, et qu'il n'y avait pas d'effet adverse, y compris l'état du membre, l'ischémie du membre, etc. Ils ont fait plein de tests, je vous ai mis juste ici le temps de recoloration cutanée, la saturation en oxygène. Donc l'étude de phase 2 est en cours, parce qu'ils font une étude plus large pour confirmer la faisabilité. Et puis une étude de phase 3 randomisée qui va survenir après pour évaluer l'efficacité. Donc il ne s'agit pas de faire ça demain en rentrant dans vos services. Hein. Je vous évoque juste ici une possibilité de quelque chose qui m'a l'air assez simple et qui peut-être, donc mon message c'est pas faites-le, mon message c'est soyez vigilants, ça pourrait bouger dans les années qui viennent, et il y aura sûrement des résultats, il faudra voir si ça se confirme que c'est intéressant. Donc en conclusion, c'est une pathologie l'entérocolite qui est assez peu fréquente, qui est potentiellement grave, sans traitement écologique. Alors, assez peu fréquente, ça dépend une fois de plus des contextes, hein, parce que je sais qu'il y a des taux d'entérocolite qui peuvent être plus élevés selon ce qu'on a comme environnement aussi pour les enfants. Donc, la stratégie de la prévention est extrêmement importante. Le deuxième point, la physiopathe est encore incomplètement connue. Il y a donc impossibilité vraiment de prédire, donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies préventives, il faut améliorer nos pratiques pour arriver à jouer sur des facteurs de risque dont beaucoup sont accessibles à l'intervention. La corticothérapie anténatale, discutez avec vos accoucheurs, parce que c'est pas normal d'avoir des taux de corticothérapie anténatale à 40% chez des enfants en risque d'entérocolite, c'est pas normal. On doit pouvoir régler ça assez simplement. Et donc, on peut régler ça simplement, on l'a fait en France, quand j'étais interne, on avait 40% de corticothérapie anténatale. Donc on s'est bagarré, on a discuté avec les accoucheurs, on a supprimé les contre-indications, et puis ça a avancé. Le choix des traitements corrects, le campage du cordon, les protocoles de nutrition entérale, et puis surtout, j'aimerais insister sur l'allaitement maternel, parce que vraiment, je sais que vous n'avez pas de lactarium constitué. Alors, il y en a des pays où ça se fait. Je sais qu'en Iran, ça se fait. Je sais qu'il y a au Koweït, ça se fait. Il y a des pays où ça peut se faire. Mais il y a l'obstacle du lien de fraternité qui est un obstacle sociétal qui est important. Mais sachez quand même que l'allaitement divise par 3 ou 4 le taux d'entérocolite et qu'il y a un effet dose. Et là, c'est Menzender en 2009 qui avait montré ça. Plus l'enfant va recevoir du lait maternel, plus son risque d'entérocolite est réduit. Donc c'est vraiment très important. La prise en charge individualisée en fonction de la gravité, on ne peut proposer que ça pour l'instant, médicale de façon dominante. Dans le service, quand j'ai repris la série il y a quelques années, on avait 75% de prise en charge médicale et 25% de prise en charge chirurgicale. Et donc, les perspectives, c'est d'agir sur le microbiote, on a parlé des HMO, et peut-être de bons probiotiques, si on a un jour des bons probiotiques. Sur l'inflammation, alors c'est des inhibiteurs du TLR4 qui ont été testés, proposés, mais qui ne sont pas encore là. Et puis le RIC, l'ischémie contrôlée, qui pourrait être une piste. Voilà, je vous remercie de votre attention.